Bien, chers amis, donc notre soirée va commencer dans quelques minutes. Je crois qu'il y a encore du monde qui attend à l'entrée du Théâtre Antoine, que je tiens à remercier. Je crois que nous pouvons peut-être s'asseoir maintenant. Beaucoup d'amis vont arriver tout au fil de la soirée. Nous sommes rassemblés donc entre maintenant 17h et très exactement 20h. Vont se succéder sur cette scène des amis de l'Ukraine, des candidats à la présidentielle française, des candidats et des candidates, deux grandes dames en particulier de la politique française, Madame Pécresse et Madame Hidalgo, qui viendront exprimer leur solidarité avec l'Ukraine et avec son peuple. Se joindra à nous un ancien président de la République, François Hollande, qui arrivera vers 18h30. Une jeune femme merveilleuse, Ina Shevchenko, intellectuelle, femme d'audace, de courage, de grand sang-froid, icône du mouvement des Femen, et qui sera là à nos côtés tout à l'heure. Des intellectuels, Caroline Fourest, un ancien ministre, Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, des écrivains qui n'ont pas l'habitude de se manifester, qui n'ont pas l'habitude de prendre aussi publiquement et aussi clairement la parole, ni aussi souvent. Je pense à Frédéric Becbédé, à Denis Oliven, à Simon Liberati, à Marc Lambron de l'Académie française qui sera là, au grand philosophe catholique Jean-Luc Marillon qui va nous rejoindre à un moment donné de la soirée. J'en oublie sûrement. Mais enfin, ce sera des voix extrêmement diverses qui vont se faire entendre ici, sans oublier naturellement le porte-parole du président de la République qui viendra s'exprimer en son nom, Christophe Castaner, qui arrivera au milieu de la soirée. Des responsables associatifs qui nous ont aidés à la règle du jeu à organiser cet événement, mes camarades des SOS Racisme, Dominique Sopo, mes camarades, mes vieux amis de l'Union des étudiants juifs de France, mais qui sont des vieux amis, représentés par leur nouveau président qui arrivera tout à l'heure, Samuel Lejoyeux, les gens de Desk Russie avec Galia Ackerman et peut-être François Stom. Tous ces amis vont se succéder au fil de la soirée. Nous aurons aussi des témoignages de celles et ceux qui ne peuvent pas être physiquement parmi nous et pour cause, mais qui nous ont adressé des messages de solidarité dont certains, vous verrez, sont très émouvants et c'est la raison pour laquelle nous avons cet écran ici. Vous allez voir, en ouverture de la soirée, un magnifique cadeau que j'ai reçu hier soir, que nous avons tous reçu, qu'a reçu à travers nous le peuple de Kiev, de Kharkov, de Marioupol. C'est une interprétation de l'hymne que vous venez d'entendre, un réarrangement de l'hymne ukrainien par la très grande artiste, la très grande chanteuse, depuis son appartement de New York, Patti Smith. Elle sera là dans quelques minutes avec nous. Alors c'est pas prêt à graver, hein. C'est quelque chose qu'elle a improvisé dans un mouvement de générosité et de trouble semblable à celui que je crois nous éprouvons tous ici. Donc vous entendrez, vous verrez ce message de Patti Smith. Vous entendrez un très beau message, je crois, et qui est également un cadeau qu'il nous a fait et un mouvement d'indignation dont vous allez mesurer l'intensité. Un message de David Lynch, qui voulait être là, mais qui n'a pas pu être là physiquement, mais je crois que le jeu en valait la chandelle et nous ne perdrons pas
au change. Le message de David Lynch est magnifique. Nous aurons au cours de la soirée un message de quelqu'un que j'admire infiniment, que j'ai connu, que j'ai rencontré, que j'ai eu l'honneur de rencontrer quelques heures après son départ de Biélorussie, après qu'elle ait fui la Biélorussie, l'incarnation de l'opposition à Loukachenko, l'icône de la démocratie biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya. Elle aussi voulait être ici, comme Inna Shevchenko, qui elle est ici. Elle n'a pas pu, mais elle nous a envoyé également un message très très beau. Donc tous ces messages se succéderont. Nous aurons à la fin de la soirée un message de Sean Penn. Nous aurons un message de l'ancien président Petro Poroshenko, que j'ai reçu hier soir, dans ce climat terrible, glaçant qu'affronte l'Ukraine, où les conflits politiques, les querelles politiques se taisent, où les clivages politiques s'estompent et où c'est une nation tout entière qui se soulève et qui se trouve en armes face à l'envahisseur. Donc il y aura d'une manière ou d'une autre rassemblés ici sur cette scène à travers leur message le président Poroshenko, l'ancien président, qui est mon ami, que j'avais amené à François Hollande, il s'en souvient, et nous en parlerons peut-être tout à l'heure à l'Élysée en 2014, et le président d'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Nous aurons également des noms que je vous... Oui, je crois, mais nous aurons d'autres occasions ce soir de l'applaudir, me semble-t-il. Nous aurons également d'autres témoignages, et je ne parle pas des présents, bien sûr, dont je vous ai parlé d'entrée de jeu, ceux qui sont arrivés, qui sont déjà là et dont j'ai salué la présence. Nous aurons des témoignages de gens moins connus, en tout cas à Paris, mais enfin moins connus par les Français de Paris, mais qui, je crois, dont la présence fera chaud au cœur aux Russes et aux Ukrainiens de Paris. Et je pense à des actrices magnifiques. Je pense à une réalisatrice superbe, intellectuellement superbe, la superbe stendhalienne des grandes héroïnes de la résistance et de la liberté. Je pense à mon jeune camarade, Vlad Davidson, collaborateur de la règle du jeu, collaborateur de Tablette, qui est aujourd'hui en Ukraine, sous les bombes, et que j'ai à peu près toutes les 2 heures au téléphone. Sa femme est ici, Regina. Elle tremble pour lui comme tous ses amis. Donc voilà, des écrivains, des intellectuels, un ancien président de la République, des candidats à la magistrature suprême, des invités de toutes sortes, et puis ces messages qui se succéderont. Je leur donnerai la parole au fur et à mesure de leur arrivée. Nous avons prévu une sorte d'ordre des choses. J'y connais pas grand-chose, je compte sur les organisatrices de cet événement, notre minuscule règle du jeu, pour venir m'alerter si tel ou tel devant partir. Voilà, on adaptera évidemment cet ordre du jour. Un mot simplement, et puis je donnerai la parole ensuite à, je crois, Valérie Pécresse, si elle est arrivée, ou il faut qu'on me dise ça d'ailleurs. Mais quelques mots d'abord pour dire qu'au fond, il me semble me faire l'interprète de tous si je dis que nous sommes, que ceux qui nous rassemblent ici ce soir, c'est d'abord une immense anxiété. Nous en parlions avec ceux qui étaient là un peu tôt. Je crois qu'on s'est tous un peu dit la même chose. Depuis 5 jours, 6 jours, la première chose que nous faisons chaque matin en nous réveillant, c'est d'ouvrir nos téléphones portables pour voir si Kiev est tombé, si Kharkov est détruit, si Marioupol est vitrifié, puisqu'il en est question depuis quelques jours, et qu'un docteur Folamour a décidé de dire l'indicible, de prononcer l'imprononçable et de tenir son doigt raide, osseux et criminel au-dessus du bouton nucléaire. Donc ce qui nous rassemble toutes et tous ici, je crois que c'est cela. Cette anxiété
qui ne nous quitte pas quant au sort de nos amis, de nos camarades, de nos maris, je pense à Régina, de nos copains qui vivent en Ukraine sous les bombes. Il y a 3 jours encore, et les choses vont si vite, peut-être 4, je me souviens là, et je crois que vous êtes nombreux à partager ce sentiment, l'horreur qui m'a saisi lorsque j'ai vu cette image du président Zelensky s'adressant à ses homologues du Conseil européen, auquel il venait de s'adresser, avec laquelle il venait de mener une réunion de travail, et qui leur fait ses adieux en leur disant que c'était peut-être la dernière fois qu'il le voyait vivant. Le président Zelensky a dit à son homologue Macron, à son homologue Olaf Scholz, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez vivants. Depuis ce jour-là, nous tremblons tous pour le président Zelensky, ce petit gars de Kiev, ce petit juif de Dnipropetrovsk, cet acteur comique qui n'était probablement pas taillé pour le rôle, qui n'était sans doute pas fait pour le destin qui lui incombe et qui se conduit comme un grand homme, avec un courage inouï, un courage digne des plus grands. Vladimir Zelensky, dont nous savons qu'il est en tête de la kill list établie avec un cynisme absolu par l'assassin galonné du Kremlin, par le mauvais joueur d'échecs de Moscou. Une kill list qui, d'après les journaux britanniques les plus sérieux, comprend 20, peut-être 30 000 personnes et dont le président Zelensky a l'honneur redoutable d'être le premier, la figure de tête. Donc ce qui nous rassemble, je crois, c'est ça. C'est cette crainte et ce tremblement. Pour lui, ce jeune président Zelensky, pour ses camarades, pour ses conseillers que nous voyons sur les vidéos qu'il poste au fil des heures, tête nue, tous, dans ces rues de Kiev bombardées, et évidemment l'angoisse pour ces villes que nous sommes un certain nombre à bien connaître. Nous étions avec Marc Roussel, avec Gilles Herzog, avec Olivier Jacquin il y a quelques mois à Marioupol, cette belle ville européenne qui est aujourd'hui privée d'électricité, privée de ravitaillement, assiégée, pas très loin de ce qu'était la ville de Sarajevo aux pires heures de son siège. Donc ce qui nous rassemble, c'est, je crois, cette crainte et cette espèce de suspens terrifiant. Ce qui nous rassemble aussi, me semble-t-il, et je voudrais le dire, en ouverture de cette série de prises de parole et de nos débats, c'est malgré la crainte, l'espoir. Parce qu'il s'est passé aussi quelque chose d'extraordinaire et qui n'est pas si fréquent dans l'histoire de l'humanité contemporaine. Le peuple de Kiev, le peuple de Kharkov, qui au fond n'avait pas plus que nous l'idée de la guerre, qui comme nous s'était installé dans l'idée d'une histoire en train de se terminer dans le confort et la prospérité. Ce peuple que l'on disait installé dans une sorte de confort matérialiste, eh bien, face aux escadrons de la mort de Poutine, alors que Poutine pensait qu'il allait se soumettre, alors que Poutine tenait ces femmes et ces hommes pour des sous-femmes et des sous-hommes, ce peuple de Kiev s'est dressé, s'est révolté comme une seule femme et comme un seul homme. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'un mouvement patriotique, d'insurrection nationale, de cette ampleur, de cette vigueur, de cette intensité et avec une telle unanimité. Et cela, c'est vrai, donne espoir. Donne espoir aussi, je parlais du président Zelensky. Il y a un moment dans ce temps si court
et qui semble si long, où nous avons pensé qu'il pouvait finir. Et d'ailleurs, c'est toujours une hypothèse. Je le pense toujours comme un possible monstrueux. Nous avons pensé qu'il pouvait finir comme Salvador Allende dans sa Moneda kievienne, assailli par un escadron de la mort et faisant face avec dignité, préférant mourir debout à une reddition sans gloire. Je crois qu'il, comme il l'a dit à ses homologues européens, lui-même avait intégré cette hypothèse. Et puis, nous l'avons vu surgir quelques jours plus tard, comme je le disais, dans les rues de Kiev, tête nue, élégant, magnifique, drôle, comme il l'a toujours été. Et là, il ne ressemblait pas à Salvador Allende à la veille de l'assaut de la Moneda. Il ressemblait à un très jeune Winston Churchill, arpentant les rues de Londres en septembre 1940, aux jours les plus noirs du Blitz, lorsque les quartiers pauvres de Londres étaient bombardés par l'aviation allemande. Et la métamorphose de ce jeune homme, la métamorphose de ce jeune acteur que j'ai rencontré à la veille de son élection et qui était vraiment ce petit gars de Kiev dont je vous parlais tout à l'heure. Cette métamorphose en ce personnage de grand panache, ce personnage magnifique, bravant les soldats de Poutine, c'est terrible. Et en même temps, c'est vrai que cela est une source d'espoir et en tout cas d'inspiration pour bien des Européens. Donc ce qui nous rassemble aussi ce soir, me semble-t-il, c'est ça. C'est le fait que, contrairement à ce qu'escomptaient les mauvais stratèges du Kremlin, contrairement à ceux qui pensaient que ce peuple et son président se soumettraient dans l'heure, eh bien, les insurgés de Kiev sont debout et la bataille de Kharkov dure toujours avec, bien sûr, hélas, son cortège de désolation et d'abomination. Et puis enfin, ce qui fait qu'en tout cas, pour notre part, à la règle du jeu, nous avons pris cette initiative qui était compliquée, de vous alerter, de vous rassembler. Ce qui n'a pas été compliqué, c'est l'accord de Jean-Marc Dumontet et de Stéphanie Bataille qui nous ont si adorablement prêté leur théâtre. Mais l'autre chose que je voudrais dire, avant de passer la parole à qui est arrivé, mais il faudrait qu'on me dise, que quelqu'un vienne sur scène me dire qui est là et qui attend. Mais la dernière chose, mais c'est important, parce que c'est là, en tout cas, c'est ce qui, chez nous, à la règle du jeu, a été notre moteur. Vous savez, les crétins, les imbéciles, les va-t-en-guerre parlent souvent de guerre des civilisations, depuis un essai tristement fameux de Samuel Huntington qui portait ce titre. Eh bien, bizarrement, pour la première fois de ma vie, lorsque je vois s'affronter ces deux hommes, Poutine et Zelensky, j'ai le sentiment que ce sont deux civilisations qui s'affrontent. D'un côté, du côté de Poutine, l'hubris, le culte de la force nue, la nostalgie d'une grandeur impériale, zombiesque et absurde. Le pire héritage de la Russie stalinienne et de la Russie tsariste, ce visage de carton où ne passent plus que des éclairs étranges qui rappellent le Ivan le Terrible d'Eisenstein. Ce personnage-là, cette civilisation-là, cette insulte à la Russie que représente Vladimir Poutine, cette mauvaise mythologie. Et puis de l'autre côté, face à ce personnage qui s'enivre de sa puissance prétendument implacable,
qui s'enivre des roulements de mécanique et des roulements d'essieux de ses chars, face à ce personnage qui s'enivre de ses missiles hypersoniques. N'oubliez pas, par parenthèse, qu'il y a déjà plusieurs semaines, dès le 17 décembre dernier, des ultimatums étaient adressés non seulement à l'Ukraine, mais à ses possibles alliés, qui déjà agitaient la menace du pire, qui déjà parlaient d'attaque nucléaire, qui déjà parlaient, le président de la commission de défense de la Douma, d'une frappe stupéfiante qui vitrifierait l'ensemble de l'Europe et le tiers des États-Unis. Face à cette ivresse-là, cette ivresse de la force brute, face à cette ivresse fasciste, face à cette ivresse qui a trouvé l'une de ses formes dans les gesticulations monstrueuses de l'hitlérisme et qui a trouvé une autre de ses formes dans la démence meurtrière de Staline et qui est en train de se réincarner en Vladimir Poutine, face à ça, il y a un homme qui porte presque le même nom, à une lettre près, ou deux. Un nom, un prénom presque russe, Volodymyr Zelensky, et qui incarne vraiment l'inverse, qui incarne, je le disais, l'élégance, qui incarne l'humour, qui incarne le courage, qui incarne la sagesse, qui fait penser, là, depuis quelques jours, dans ces messages qu'il poste, comme des bouteilles à la mer ou au tsunami de cette guerre qui lui est tombée dessus, qui fait penser aux plus belles figures de la culture, de la légende, de la grandeur et peut-être de la pensée européenne. Vladimir Zelensky, aujourd'hui, face à la brutalité fascisante de Poutine, il incarne la grandeur de l'Europe. Les valeurs qui ont formé l'Europe, les valeurs de chevalerie, les valeurs, le goût de l'esprit et de la raison, tout cela, à son corps défendant peut-être, mais avec quelle allure Vladimir Zelensky l'incarne. Donc il y a vraiment, je trouve, entre ces deux hommes, cela qui est en train de se jouer, dans ce corps à corps atroce, dont l'issue peut être horrible. Il y a ces deux images de l'Europe, ces deux images de la civilisation, ces deux images du monde, un amour du monde et une haine nihiliste du monde qui s'opposent et qui s'affrontent. Et il n'est pas donné à tant d'événements que cela d'être le théâtre d'une opposition de cette nature-là. C'est la raison pour laquelle, je crois, elle nous engage tous. Pas seulement parce que l'Ukraine est la dernière ligne ou la première ligne de défense de l'Europe contre la folie poutinienne. Pas seulement parce que si l'Ukraine tombe, d'autres tomberont après elle, ou en tout cas seront menacés, les pays baltes ou la Pologne. Mais parce que vraiment, c'est le meilleur de l'Europe, le meilleur de ses valeurs qui s'incarne dans l'Ukraine d'aujourd'hui, dans son président. Je disais dans un texte, dans un article donné il y a quelques jours au Journal du Dimanche, je disais qu'au fond, l'un des paradoxes grinçants et beaux de cette situation, c'est que l'Europe s'est dotée aujourd'hui d'un paradoxal et très jeune, nouveau père fondateur qui s'appelle Volodymyr Zelensky. Quel que soit son destin, qu'il survive ou pas, et évidemment nos prières vont vers lui, il sera cette grande figure qui sera inscrite dans l'histoire de l'Europe comme une figure fondatrice ou refondatrice. Voilà l'esprit qui a présidé à cette réunion d'aujourd'hui. Je suis tellement heureux que vous soyez si nombreux. Je vois d'ailleurs que le théâtre est plein jusqu'au comble.
Je vois que des amis continuent d'arriver et je voudrais passer la parole. Est-ce que Caroline Fourest est arrivée, par exemple? Pardon? Caroline. Pardon.